Alors bonjour à tous et bienvenue au Café du Confinement pour une nouvelle émission en compagnie de Patrick Buran-Stenas et de notre invité surprise. Et bonjour à Olivier Soulier, que vous devez probablement connaître puisqu'il est médecin spécialisé finalement dans une médecine de recherche du sens. Donc tu as beaucoup travaillé sur l'aspect symbolique des maladies, l'embryologie aussi, tu es également homéopathe. Voilà, donc dans les grandes lignes, et je suis beaucoup ton travail parce que tu informes beaucoup les gens à travers ton infolette qui est extrêmement bien conçu et documenté. Donc de ton site Sens et Symboles, hein, donc l'adresse c'est lessymboles.com. Est-ce que aujourd'hui tu peux nous apporter une lecture de ces événements avec ton expérience en tant que médecin? Alors, si je commence par un petit trait d'humour, je vous dirais que si vous regardez sur le site de Disney, Mickey a vendu la mèche et il a donné les dates du confinement un mois avant qu'elle ne soit décidée par le gouvernement. Et il a déjà dit qu'on serait déconfiné début décembre et qu'on serait reconfiné le 5 ou 6 janvier pour un mois de nouveau. Donc, vous voyez sur le site de Mickey, vous imaginez que les sites sont, que le confinement est fait en fonction des chiffres, mais ou bien Mickey dit n'importe quoi, c'est le site d'Euro Disney, hein, mais c'est déjà marqué dessus. Et Astérix apparemment a les mêmes dates. Hein. Oui, ils doivent avoir les mêmes sources. Donc voilà, Mickey et Astérix savent mieux que le gouvernement quand on sera confiné. C'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les virus, je pense que Patrick ne démentirait pas sur ce jeu de mots, c'est quand la vie ruse pour nous obliger à aller plus loin. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Et donc les virus, c'est quelque chose qui nous pose trois questions. Un peu comme les microbes, c'est qui es-tu, que fais-tu, où vas-tu? Et les virus, c'est beaucoup où vas-tu? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de passer la porte? Et il y a plusieurs manières de voir ce virus. La première manière de voir ce virus dans son origine, c'est de se dire, voilà, depuis 30 ans, la plupart des maladies qui nous embêtent sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui nous sont transmises par les animaux et qui sont liées au fait que on va perturber leur environnement et que c'est comme si chaque espèce avait à l'intérieur de lui, comme un terroriste, une ceinture d'explosifs qu'il peut en dernière seconde activer pour faire tout péter. Et donc, quand vous allez trop embêter une espèce, elle peut vous balancer un virus qui va effectivement. Donc, on sait que on a embêté, on a généré la maladie de Lyme. Beaucoup de questions sur son origine. On a généré le sida, on a généré Ebola, on a généré la grippe porcine, la grippe aviaire, le H1N1, etc. D'ailleurs, à cette propos-là, on sait que sur toutes ces maladies-là, la chloroquine a bien fonctionné, on le sait depuis 30 ans, ça, c'est bien connu. Et d'ailleurs, Fauci, le monsieur médecine des États-Unis, a dit en 2003 que ça fonctionnait bien, que le médicament contre les coronavirus, c'était la chloroquine. C'est rigolo parce que maintenant, il a changé d'avis. Il se dit que j'aurais mieux fait de me taire à l'époque, probablement, mais c'est quand même, il a écrit, il a publié ça, donc il ne peut pas retirer. Donc, première hypothèse, c'est un virus qui est lié au fait qu'on a trop massacré la nature. Ce serait une forme de cohérence de dire des choses comme ça. Mais je ne sais pas. Parce que aujourd'hui, j'ai pas de réponse absolue, mais j'ai beaucoup de questions. Et surtout, ma réponse absolue, c'est il serait vraiment indispensable d'aller voir plus loin l'origine de ce virus. Ça, il y a un certain nombre de gens qui l'ont mis en évidence, comme Orion Côte, comme Montagnier. Et donc, ce serait intéressant. On ne peut pas rester avec une question aussi grave sans aller voir jusqu'au bout, sans se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Donc ça, c'est une chose. L'évolution actuelle du virus, c'est particulière. Souvenez-vous, Raoul dit on n'a jamais vu un virus faire autre chose qu'une courbe en cloche comme ça et repartir. Et il repart. Donc, c'est quand même particulier parce que Raoult, plus grand virologue, plus grand infectiologue au monde, c'est quand même le number one au monde, et nous dit une chose, et c'est différent. Donc, on a là trois possibilités. La première possibilité,
c'est que le virus, comme il l'avait annoncé, devient saisonnier. C'est-à-dire on a une saisonnalité du virus qui arrive. Ça, c'est intéressant. On sait que la grippe est un virus saisonnier. Tous les ans, la grippe revient et elle revient d'autant mieux qu'elle a muté. Et là, on a vu que c'est le variant 4 qui est là, qui nous embête, et certains viennent d'Afrique du Nord, d'autres viennent de l'Europe du Nord. Et donc, ce serait le variant 4 du coronavirus qui nous embête. Et donc, voilà. Donc, on aurait, ça voudrait dire, c'est une saisonnalité. Il faut savoir que tous les hivers, effectivement, les plus fragiles, et même tous les êtres humains sont testés par des microbes, comme les maladies attaquent les arbres quand ils sont fragiles. Quand vous voyez des champignons à la base d'un arbre, vous savez qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il va mourir bientôt. Donc, les plus fragiles, il y a une sorte de, je ne vais pas dire que c'est un sale job, c'est un job de la vie, quoi. Il y a la naissance, la vie, la mort. Goethe avait dit, Dieu crée la mort pour qu'il y ait plus de vie. Donc, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Donc, il y a un testing tous les ans. Et donc, dans cette compétition qu'ont les virus pour attaquer, et c'est le plus puissant qui attaque d'abord et qui touche les plus fragiles, eh bien, première hypothèse, dans cette compétition-là, c'est le corona qui a pris le pas sur la grippe. Et c'est vrai que l'hiver dernier, j'ai cherché les chiffres sur la grippe, je ne les ai pas trouvés, j'ai trouvé 75 morts, j'ai absolument pas cru à ça. Donc il y en a forcément beaucoup plus. Et c'est un peu compliqué. Et donc, voilà. Première hypothèse, c'est une saisonnalité. Deuxième hypothèse qui peut aussi être très intéressante, puisqu'il y a des pays comme la Suède qui n'ont pas ce rebond. Donc ça voudrait dire, la deuxième hypothèse, ce serait que comment je dirais, le microbe a atteint son immunité collective. Et que là, comme on ne l'a pas laissé atteindre l'immunité collective tout de suite, eh bien, il revient pour toucher les zones. C'est intéressant que dans la première partie, dans la première épidémie, c'était surtout le Grand Est et l'Île-de-France qui ont été très touchés. Et dans ces zones-là, ils sont beaucoup moins touchés, comme si là, on avait atteint l'immunité de groupe. Et ils sont moins touchés que les autres. C'est d'autres régions qui sont plus touchées. Et maintenant, on évacue les gens, on change d'hôpitaux. Donc, combien il va falloir de pousser pour que l'immunité collective soit atteinte? Macron nous a dit 400 000 morts. Moi, je crois absolument pas. C'est monstrueux, 400 000 morts. Ça veut dire 2 fois les États-Unis, alors qu'ils sont 5 fois plus nombreux que nous. Je crois absolument pas à des chiffres pareils. Je sais pas d'où il les a sortis. J'ai vu que Fouché a dit qu'il a dû se tromper sur le prompteur. Il a dit 40 000 et puis et il a dû se tromper. Bon, voilà. Allez, c'est un trait d'humour. Il vaut mieux en rire quand on entend une chose pareille. Alors que la Suède, au début, avait un tout petit peu plus de morts que nous. Maintenant, on a moins. Et donc, ce serait deuxième hypothèse, c'est l'immunité collective qui n'est pas terminée. Troisième hypothèse, et celle-là, il faut vraiment la prendre au sérieux. Il faudrait vraiment, j'ai pas de réponse, mais il faudrait vraiment aller un peu plus loin. C'est l'idée selon laquelle le virus aurait été fabriqué. Alors, il y a plein de choses qui circulent là-dessus. Moi, je ne dis rien, je dis il faudrait regarder un peu plus. La particularité, c'est qu'effectivement, si ce n'est pas une saisonnalité, si ce n'est pas une tentative d'immunité collective, eh bien, ça veut dire qu'un virus sur lequel on a greffé des morceaux essaye de les déléter, c'est-à-dire les virer au fur et à mesure qu'ils sont produits pour revenir à ce qu'il est au début. Et dans ce cas-là, on voit qu'à chaque opportunité, à chaque occasion de saison, où il a une possibilité, il essaie de se nettoyer, d'où une quantité très importante de variants, comme l'avait signalé Montagnier dès le début, et comme le signale Raoult, qui sont un des rares à faire du séquençage systématique pour voir tous les variants. Et donc, ça voudrait dire, ça irait dans le sens que ce virus tente de se déléter. Alors, pourquoi c'est important ça? D'abord parce que si ça se confirmait, ce serait vraiment dramatique. Et puis parce qu'il faudrait vraiment légalement dire aux gens, arrêtez de jouer aux apprentis sorciers au Frankenstein, et ça peut être dangereux. Donc, je ne sais pas quelle est l'origine, mais je sais qu'il faudrait vraiment aller voir ça. Ça me semble très important parce que on a énormément de laboratoires qui aujourd'hui font des manipulations, et sans rentrer dans les grands romans de guerre bactériologique, etc., c'est important de savoir, parce que si jamais les gens s'amusent à faire ça, il faut ou renforcer les mesures de sécurité ou dire qu'il faut arrêter ce genre de jeu, parce que si jamais vous avez un problème et que quelque chose s'échappe, on peut avoir une catastrophe comme ça. Et là, il faut absolument éviter ça. Voilà ce que je dirais globalement sur les hypothèses. Merci. Et donc, si on part du principe que le virus se mute tout le temps, ou voilà, qu'il y a d'autres formes. Tu parles de greffe volontaire, ou bien qu'elle soit spontanée. Dans ce cas, de toute façon, le vaccin n'est d'aucun remède,
puisqu'il y aurait toujours une autre version finalement s'il mute tout le temps. Il pourrait pas se... C'est quelque chose qui n'a pas été vu jusqu'à présent, hein, puisque tu rejoins le discours que j'ai entendu de Raoult à ce sujet. Si ça n'est pas été vu, voilà, c'est quand même peut-être pas un hasard qu'on ait à la fois cette mutation et qu'on prétende qu'un vaccin qu'on veut bien imposer de manière quand même très forte et très systématique serait la panacée, alors qu'on écarte quand même beaucoup de pistes qui pourraient soulager, voire soigner les gens qui sont déclarés atteints du Covid, et on les écarte quand même. Aujourd'hui, c'est quand même des choses qu'on constate, c'est même plus des théories complotistes, c'est quand même des choses qu'on peut juste constater, en fait. On en est là aujourd'hui. Enfin, je pense, hein, là, je ne parle qu'en mon nom. Hein. Oui. Alors, c'est clair que la chloroquine, puisqu'on parle de ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est utilisé par 4 milliards de personnes sur la planète. Même des pays comme l'Allemagne, qui officiellement n'utilisent pas. Der Spiegel, qui n'est vraiment pas un journal complotiste, a sorti un dossier, je crois, il y a 1 mois et demi, pour dire que une des raisons pour lesquelles l'Allemagne avait 6 de létalité alors que la France avait presque 20, c'est que 80% des médecins allemands ont utilisé massivement la chloroquine. C'est une réalité. La France, c'est marrant parce que c'est l'Allemagne, la Belgique l'a réautorisé, l'a réhabilité, l'Italie l'a réutilisé, l'Espagne, je sais pas, la Suisse l'avait utilisé un moment, puis quand il y a eu le fameux faux article du Lancet, eh bien ils ont arrêté, il y a eu une augmentation de la mortalité, puis ils ont repris la chloroquine, la mortalité a de nouveau baissé. Donc c'est clair, la France, c'est un peu bizarre. On est tout seul au milieu d'un océan de gens qui... c'est le seul pays au monde où c'est interdit, hein, ou pas vraiment interdit, mais totalement bloqué. Les autres, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a des trucs spécifiquement français, le nuage de Tchernobyl, la chloroquine, c'est des trucs un peu comme ça, quoi. Il y a qu'en France qu'on voit des trucs comme ça. Alors qu'on a quand même... j'allais dire, la France est le pays qui a inventé le traitement. C'est Raoult. Enfin non, les Chinois l'avaient dit il y a longtemps, même Fauci. Fauci qui maintenant dit qu'il est contre, il l'avait écrit en 2005. Je pense qu'il doit regretter d'avoir écrit ça, sérieusement maintenant. Alors maintenant, quant au vaccin, c'est clair qu'il y a plusieurs choses par rapport au vaccin. Je pense qu'en France particulièrement, il y a beaucoup de scepticisme par rapport au vaccin et je pense qu'il faut absolument que les autorités françaises fassent très attention parce que il faudrait pas aggraver avec un vaccin qui serait mis trop vite sur le marché les doutes des gens. On met 5 à 10 ans pour faire un vaccin, la Commission européenne a voté des critères particuliers, le fameux vaccin de Pfizer, quand on regarde, ils disent qu'il y a 1800, mais il y a eu 96 personnes uniquement infectées. Hein. Donc, c'est-à-dire on lancerait un truc planétaire pour 96 personnes. Enfin, déjà, le patron de Pfizer a vendu pour, je ne sais plus combien, 35 millions d'euros d'actions. Donc, déjà, le premier résultat du vaccin de Pfizer, c'est ça. C'est un peu choquant, quoi, hein, c'est clair. Et la sous-directrice, elle a vendu pour eux, je ne sais plus combien, enfin, bon, je ne sais plus les chiffres, mais c'est un gros paquet, quoi. Et donc, un vaccin, il faut longtemps pour le mettre en place. Et puis, quand on met des vaccins contre certaines maladies, c'est pas des maladies qui mutent. La rougeole, la variole, la polio, c'est pas des maladies qui sont mutantes ou très peu mutantes. Donc, il y a une maladie qui est mutante pour laquelle on fait un vaccin, c'est la grippe. Mais la grippe, on doit refaire le vaccin tous les hivers. Et on sait bien que ça marche entre 30 et 70%. Donc, c'est quand même, on le sait bien, dans les meilleurs cas. Et les gens sur qui ça devrait marcher, c'est-à-dire les personnes âgées, ils sont souvent vaccinorésistants parce qu'ils prennent pas le vaccin dans le sens où leur immunité n'arrive pas à faire ça. Donc, d'où l'idée de Raoult qu'il faudrait vacciner les enfants pour protéger les vieux. Ça, c'est son idée. Mais donc, en fait, on se trouve dans une situation où il y a une sorte de course et c'est un peu opposé à toutes les règles de prudence de la médecine. Voilà, je pense que Raoult l'a dit, pourquoi vacciner pour une maladie qui guérit à 99,9%, on n'a jamais vu ça. La variole, c'était une maladie qui tuait 30, 40, 50% des gens qui étaient touchés. Donc là, on avait une impériosité hein, pour une maladie qui guérit à 99,9% et en plus qui mute. Ça semble curieux, mais il y a une sorte de machine qui s'est emballée alors que il y a d'autres traitements qui ne sont pas utilisés. C'est voilà, mais on le sait. Alors voilà, c'est tout ça. C'est des questions qui sont posées. Et faisons attention de ne pas aggraver le scepticisme des gens par des mesures qui les inquiéteraient. D'ailleurs, quand Pfizer a sorti son vaccin,
Le Point fait une enquête en direct tout de suite où il y avait 54% des Français qui n'étaient pas d'accord et le Figaro en a fait une, lui, il trouvait 70%. Je crois que je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était 70%. Voilà. Quel est le scénario le plus souhaitable, le plus favorable auquel on pourrait chacun participer? C'est-à-dire quels sont peut-être les ressorts, les ressources que dont chacun dispose aujourd'hui dans l'état actuel des choses, de tout ce qui nous a imposé de part et d'autre, pour pouvoir rester en santé, rester libre et s'en sortir, quoi. Alors, la première idée, mes amis, c'est n'ayez pas peur, parce que la peur, ça vient paralyser votre système de défense et vous devenez vulnérable. Première chose. La deuxième, faites du sport, mangez bien, soyez positif, essayez d'avoir du spiritus, de l'énergie, du chi, comme diraient les Chinois, hein, parce que moi je suis pas alchimiste, je suis plutôt acupuncteur. Donc ça c'est important. Protégez aussi les personnes sensibles et fragiles et avec des vraies manières de protéger. C'est-à-dire les personnes âgées, il faut pas leur mettre des masques en papier, il faut leur mettre des FFP2, des vrais masques qui les protègent réellement. Penser qu'on va protéger ces vieux avec un masque en papier, c'est une erreur. Il faut mettre des FFP2. Ça c'est très important. Donc protégeons les gens fragiles parce que ceux-là peuvent partir et on n'a pas envie, on veut les soigner. La médecine peut les soigner aussi. Moi j'ai vu des gens âgés qui ont pris de la chloroquine et qui qui se sont sentis spectaculairement beaucoup mieux. Donc c'est ça. Il y a aussi, on sait très bien aussi que la vitamine D est très importante. Elle est dans certains protocoles de même certains centres hospitaliers. La vitamine C aussi, le zinc sont des éléments importants. Raoult met hydroxychloroquine, azithromycine et zinc. Et on sait que les carences en vitamine D sont responsables de formes graves de coronavirus. Donc ça, maintenant, l'idée générale, c'est n'ayez pas peur. Regardez autour de vous. La vraie vie, c'est pas BFM TV, c'est pas LCI, c'est pas tout ça. Il y a des tas de médias alternatifs qui vous donnent des idées. Faites-vous votre opinion vous-même. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Essayez de penser avec vous-même. C'est ça qui est important. Hein. Essayez de faire votre œuvre intérieure. Hein, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Patrick, même j'ai découvert plein de choses que je ne connais pas et je me suis régalé. Mais c'est votre œuvre intérieure d'avoir conscience de la chose. Dites-vous qu'un virus, il est là pour vous stimuler, pour vous solliciter, pour vous interroger. Mais si vous êtes en pleine santé, en gros, si vous avez moins de 65, 70 ans, si vous n'avez pas de comorbidité, vous ne risquez en gros quasiment rien. Et la personne dont Véran parlait, qui avait 28 ans, qui était en réa, c'était un très grand obèse. Et on sait depuis très longtemps que les gens qui font 180 kilos sont en danger de mort perpétuellement. On le sait. On les soigne, on leur dit, il faut absolument maigrir parce que là, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous pouvez, au premier rhume, à la première grippe, vous pouvez partir. On le sait depuis longtemps. Donc, faut éviter aussi le sensationnalisme. Faut éviter de faire pleurer Margot. Faut éviter de ce genre de choses. Faut rester calme et conscient. Je veux dire, faut aussi laisser les médecins prescrire les médicaments parce que les médecins savent, ils ont dans leur cœur de médecin, dans leur âme, l'envie de soigner. Et ça, c'est différent des objectifs du business model de l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est complètement différent. Donc, soyez conscients, soyez réalistes, n'ayez pas peur, protégez les fragiles, laissez les médecins soigner, faites confiance à votre médecin. Les médecins savent ce qu'ils font. Voilà ce que je dirais. Merci. Est-ce que finalement, il ne serait pas plus judicieux parce qu'on se concentre beaucoup, bien sûr, c'est important sur la santé, mais de prendre du recul pour voir, parce que je vois également des commentaires qui ont été dans ce sens, donc je m'en fais le relais. Est-ce que le Covid n'est pas l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire que du coup, on nous concentre, comme disait Patrick, sur un côté de survie, sur un côté de survie personnelle, que ce soit économique, santé, etc. Et puis, mais est-ce que c'est pas justement le cœur du sujet est-il vraiment dans combattre ce virus, quoi? Tu me vois rigoler. Ça va, un truc, tu veux parler de la 5G par exemple. Le mouvement citoyen, l'initiative citoyenne avait dit qu'il voulait pas la 5G. Macron a dit, sauf 2 mesures, mais pas celle-là, qu'il respecterait toutes. Et il s'est aussitôt empressé de dire qu'il allait mettre la 5G et voilà. Et d'ailleurs, ça nous fait rire parce qu'avec quelques amis, on s'est fait faire des t-shirts. Je suis Amish. Voilà. Et
La 5G, vous avez vu, la vitesse, la rapidité, en fait, la 5G, ça sert à rien pour vous. Mais si on veut contrôler ce que font tous les gens sur cette terre, la 5G est indispensable. Il y avait la blague qui disait ça vous servira à télécharger un film porno en 5 secondes au lieu de 20 secondes dans un ascenseur. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Vous allez connecter ci ou ça sert en gros à rien. Mais c'est beaucoup plus toxique au niveau des ondes parce qu'elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus pénétrantes. Ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Déjà qu'avec la 4G, il y a plein de gens qui supportent plus puisque ça touche les surrénales, donc la capacité à résister au stress, donc aux infections. Mais là, donc vous voyez, par exemple, nous on a publié plein d'infos disant et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, on fait ça. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Amazon a pris, vous savez que les plus grosses fortunes de la planète, aux États-Unis, ils ont pris 800 milliards de dollars. Rien qu'aux États-Unis. Si vous prenez toutes les grosses fortunes de la planète, si on fait une péréquation, on doit être à 2-3 000 milliards de dollars en 6 mois d'augmentation de fortune. On a un énorme jet. Ces gens-là n'ont pas du tout envie que ça s'arrête. Le patron d'Amazon, vous imaginez, il a pris 75 milliards de dollars de fortune personnelle. Bill Gates, il a pris 20 milliards de dollars de fortune personnelle. Pourquoi voudriez-vous que ces gens aient envie que ça s'arrête? Alors le petit libraire du quartier, lui, vous savez, les bistrots, tout ce qui fait notre vie de relation. Nous sommes des êtres relationnels, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin d'être en communication les uns avec les autres. Vous voyez, il y a ce qu'on voit là, et puis derrière, il y a tout ce qui se passe. Juste en attendant, Patrick, il y a plusieurs personnes qui demandaient si tu avais des remèdes homéopathiques juste en prévention pour l'immunité à nous conseiller. Oui, il y a tous les remèdes classiques homéopathiques qui existent. Il y a tous les remèdes de la grippe qui fonctionnent dans l'ensemble assez bien. Il y a des remèdes comme arsenic, sulfure, mais il faut faire attention, on ne peut pas les prendre forcément comme ça. On avait avec un groupe d'homéopathes aussi mis en évidence un remède qui s'appelle Cilia maritima, SCI2LA maritima comme maritime, en 7CH, qui est un remède qui peut être intéressant. Ça. Il y a des groupes d'homéopathes qui travaillent là-dessus, mais globalement, il vaut mieux renforcer sa propre immunité. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est arrêtez d'avoir peur de vos voisins, ils sont pas dangereux. Arrêtez de penser que quelqu'un que vous croisez dans le couloir ou dans la rue va vous rendre malade. Faites attention aux gens fragiles. Le vrai confinement, c'est de confiner les gens fragiles. Ça, c'est important. Et avec des vrais masques qui les protègent vraiment. Ça, c'est important. Mais les gens jeunes, en fait, l'immunité collective est l'idée que quelqu'un de jeune et en pleine santé, quand il attrape le virus, il ne peut plus être porteur parce qu'on parle de réinfection, mais elles sont quand même assez exceptionnelles. Il ne peut plus être porteur, donc on fait une barrière de protection. On dit, regardez, les enfants vont infecter leurs grands-parents. Non, mais si tous les enfants ont attrapé le virus sans danger, ils seront une barrière pour protéger leurs grands-parents après. Vous voyez, il faut arrêter de culpabiliser les gens. La culpabilité, c'est diabolique. Tout à fait, ça sépare. Ça sépare. Même dans les familles, ils essayent de nous séparer. Patrick, te voilà de retour. Et c'est vrai que je partage complètement cette vision de partager, d'arrêter d'avoir peur, qui effectivement rend les gens encore plus vulnérables. Effectivement, alors que le fait de se rassembler encore une fois peut faire barrière cette fois, mais barrière réellement au virus. Et non pas barrière à notre compréhension. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression que toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui sont des mesures qui vont dans le sens de l'aggravation. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on étouffe les gens. C'est à la fois une atteinte pulmonaire, même si j'en suis pas du tout, enfin, pas complètement sûr. J'ai des gens qui ont fait des autopsies qui m'ont dit que c'était plutôt des thromboses qui étaient créées et que l'idée, c'était pas de ventiler les gens, mais de leur donner des anticoagulants. Donc, comment peut-on se tromper à ce point-là sur qu'est-ce qu'on fait contre un virus? Et aucune mesure préventive, c'est-à-dire quand vous avez le moindre rhume, il y a 50 000 produits pour se mettre dans le nez, pour se mettre ailleurs, pour faire des barrières. Là, j'ai l'impression que personne n'a cherché, ou en tout cas on ne voit pas, de produits connexes qui permet d'éviter d'attraper ce virus en dehors de méthodes mécaniques. Mais je veux dire, on attend tous effectivement un vaccin, mais il n'y a pas de produits préventifs, à mon sens, ou en tout cas, j'en entends pas parler.
Il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de modes préventifs, je l'ai dit, vitamine C, vitamine D, zinc. On n'en entend pas parler, je veux dire, par exemple, il n'y a pas de protocole de masse. On dit aux gens, on vous distribue un kit qui vous permet de ne pas l'attraper, quoi. Alors qu'il y en a, et on n'explique pas aux gens comment chacun, moi je l'apprends aujourd'hui, quelles sont les contre-mesures simples et naturelles qui nous permettent de ne pas avoir, de ne pas l'attraper. C'est bien de s'en débarrasser, mais c'est mieux de ne pas l'attraper. Oui, moi j'ai dans mon cabinet, je diffuse en permanence une petite formule avec des huiles essentielles qui m'a été communiquée par Dominique Baudou. Je suis pas un spécialiste des huiles essentielles, mais donc mon ami Baudou m'a donné la formule, je la diffuse largement. Je vous la donnerai, comme ça vous pourrez la mettre en lien ou la donner, dans lequel on a du Ravensara, du thym linalol, du giroflier, de la cannelle, de Chine, du citron, voilà. Et je mets ça en diffusion en permanence. Le Ravensara, moi j'ai un gel hydroalcoolique avec du Ravensara et du tea tree que fait Pranarome, et hop, c'est tout. Si vous vous serrez la main, bah, vous mettez un peu de gel dedans, puis voilà. Et je préfère qu'on se serre la main, qu'on mette du gel après, de l'alcool après, plutôt que d'arrêter de se serrer la main. Évidemment, si moi je vois quelqu'un dont je pense qu'il est âgé ou en danger, distance, confinement, c'est évident. Mes voisins d'immeubles qui sont âgés, on fait très attention, c'est clair. Mais une toute petite partie, quand on est jeune et en bonne santé, on ne risque en gros rien. Voilà, c'est ça qu'il faut bien dire. On ne risque en gros rien. La mortalité en Italie, quand ils ont fait des études sur les 2000 premiers décès, outre qu'ils avaient tous 1, 2 ou 3 comorbidités graves, je dirais, hypertension, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, diabète, obésité, et il y avait juste 4 personnes qui n'avaient rien, pour lesquelles on a découvert qu'ils avaient des maladies cachées. Mais c'est 4 sur 2000, vous imaginez. Moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui que ce soit des moyens conventionnels ou non conventionnels. Moi, je suis plus spécialiste des non conventionnels que des conventionnels. Mais donner aux gens, justement, soyons du parti des termites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter globalement contre un système de cette nature, ça va se voir. Mais que chacun fasse un petit trou, qu'on soit comme des termites et que quand ça leur tombe sur le nez, d'un seul coup. Et je pense que aider son prochain, c'est une des manières, justement, en donnant des techniques qui fonctionnent, pour que chacun puisse se protéger sa famille et se dire, j'ai pas besoin d'attendre un vaccin pour pouvoir sauver le monde. Surtout que c'est vrai qu'il y a une défiance de plus en plus grande avec ce vaccin, et je suis pas sûr que les gens accepteront. Quoique par la peur, on peut tout faire, mais quand même de se faire vacciner, on le voit déjà avec la grippe. Et en plus, quand on n'est absolument pas sûr de l'efficacité du vaccin, ce qui est encore plus, qui sous-entend une motivation différente que de celle de sauver les gens avec un vaccin. Donc, ce qui est encore plus inquiétant. Ce qui me donne moins envie encore de me vacciner en disant, 1, ça fonctionne pas, on en est quasiment sûr. 2, ça va être obligatoire. Donc, la question, c'est pourquoi? C'est pourquoi on impose quelque chose sans être complotiste, mais pourquoi on impose quelque chose sans peut-être qui pourrait être obligatoire et dont on est quasiment sûr que ça n'aura aucune ou peu de fonctionnement. Et surtout, comme tu le disais très justement, on va vacciner la population mondiale alors que finalement la morbidité du virus est très relative, quoi. Oui, c'est très relatif. Il faut quand même imaginer que en 56-57, année qu'on connaît bien, Patrick, et en 68-69, il y a eu la grippe de Hong Kong. La grippe de Hong Kong a fait 100 000 morts en France. On n'a pas arrêté l'économie pour ça. Mais il y a une chose qui est très très importante, c'est que ça me vient mettre en évidence le très mauvais état de notre système de santé. Tous les hivers, les hôpitaux crient épouvantables. Il y avait un petit vidéo qui circulait où on voyait sur les actualités, TF1, Antenne 2, etc.,
tous les hivers, les hôpitaux sont saturés, les gens sont dans les couloirs, ils sont n'importe où. Donc, c'est pas nouveau que les hôpitaux soient saturés. Donc, aujourd'hui, on nous fait le coup, mais tous les ans, c'est pareil. Et la seule chose, ce qui est important, c'est qu'à partir du mois de mars-avril, quand on a vu que les hôpitaux étaient saturés, quand on s'est rendu compte que le business model, en fait, ce que le virus devrait tuer, c'est le business model actuel. Parce que il devrait tuer le business model des flux tendus. J'ai envie de dire que le principe de flux tendu en matière de médecine devrait devenir illégal, voire pénal. C'est-à-dire, dire on fait du flux tendu, ça c'est du pénal. Parce que c'est ça le flux tendu avec les masques et avec les médicaments qui a fait ça. On peut le faire quand on fabrique des voitures, mais pas quand on fait de la médecine. On voit bien que pour réduire les frais, pour gagner 10 ou 20 milliards sur les hôpitaux, on a fait 400 milliards de dettes. Alors que si on avait eu, en Allemagne, il y a 25 000 lits de réanimation. Les Allemands, ils n'ont pas peur. S'il y a une poussée, ils ont de quoi l'accueillir. Nous, en France, on n'en a pas beaucoup. On a 5 000 lits de réa et 5 000 lits de soins intensifs. Alors qu'il faudrait avoir 2 fois plus, 10 000 lits de réa et 10 000 lits de soins intensifs. Mais on a fermé, je crois, si on prend les derniers chiffres, 70 000 lits environ depuis 20 ans. Donc, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Au profit de zones de test. Au profit de zones de test. Voilà, exactement. Puis on a dépensé des fortunes pour faire des tests tous azimuts, alors qu'en fait, le point important, c'est que si on avait aujourd'hui 10 000 lits de réa de plus, eh bien, on s'embêterait pas, on aurait de quoi accueillir tout le monde, on aurait de quoi encaisser une immunité collective. Voilà, c'est tout. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi effectivement ça qu'il y a eu dans le problème du corona, un problème de coagulation et que les gens avaient ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire qu'ils ne se rendaient pas compte et dire aux gens, attendez, alors que non, il fallait leur mettre le petit truc au bout du doigt, là, comme dire à vous en plaisantant, ça valait 20 €, maintenant ça vaut 35 €. Vous voyez le business. Et on est pris face à un business model, c'est ça qu'il faut voir. Et vous voyez, quand on attaque l'industrie pharmaceutique, je dirais que ce n'est même plus l'industrie pharmaceutique qui est en cause. Ce sont les groupes financiers qui sont propriétaires dans l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que, par exemple, l'actionnariat de Gilead est le même structure d'actionnariat, les mêmes sociétés qui sont actionnaires de Gilead et de BFM TV. Donc, on sait ça, c'est comme ça, c'est une réalité. C'est même plus, donc, et ce qui est terrible en plus, c'est que tous ces grands groupes ne fonctionnent même plus naturellement. Ce sont des ordinateurs qui. Il y avait un reportage sur BlackRock, par exemple. Eh bien, BlackRock, c'est un ordinateur qui donne des ordres. Donc, en fait, ce sont des ordinateurs qui donnent des ordres aux gens et les gens agissent et derrière, etc. Donc, pourquoi il y a ce système complètement fou qui détruit? Parce qu'il y a des ordinateurs qui gouvernent. 70% des actions en bourse aujourd'hui sont déjà faites par des ordinateurs. Et c'est ça qui est dramatique. Et là, on voit, je veux dire, l'origine des choses, au-delà de l'industrie pharmaceutique, c'est les propriétaires de l'industrie pharmaceutique, le business model, et derrière ça, les groupes financiers. C'est pas la peine d'attaquer la pharmacie et les pharmaciens en eux-mêmes. C'est pas ça, c'est les groupes financiers qui derrière possèdent ça. Il faut bien réaliser ça. Et ces gens-là, c'est pas un complot de dire que c'est des ordinateurs, et un ordinateur, ça fonctionne comme un monstre. Ça avance comme ça n'a pas d'âme. Tu vois, Patrick, je pense que science sans conscience est le ruine de l'âme. Absolument. Et peut-être ma devise préférée, c'est le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Absolument. Spiritus ou ne sera pas. Moi, je pense que la manière de se sortir de tout ça, c'est justement grâce à ce spiritus. Voilà. Effectivement, il est hors de question de vouloir combattre des business plans de surtout, comme tu dis, il faudrait attaquer directement les machines et non pas ceux qui sont presque esclaves de ces machines, puisque les décisions sont prises avant même qu'ils lèvent le petit doigt, les décisions en cascade sont prises. Donc, tant que nous, on n'a pas décidé quel va être le prochain monde, quel va être le nouveau monde et qu'est-ce qu'on veut, eh bien, finalement, je dirais, si moi, me sortir du virus pour avoir un monde dans lequel je suis malheureux et où rien n'a changé, est-ce que ça vaut vraiment le coup, finalement? On peut dire que c'est peut-être les meilleurs qui partent les premiers. Et ils échappent peut-être à un monde terrible, j'espère que non, et je pense que on doit retrouver notre conscience, on doit retrouver notre faculté d'émerveillement, on doit retrouver justement ce qui nous rassemble, contrairement à tout ce qui nous oppose. Parce que je pense que, pour moi, je fais aussi du conseil pour les entreprises, et j'ai de plus en plus de gens, même des grands groupes, qui commencent à se poser la question sur c'est quoi une entreprise aujourd'hui? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui valorise les gens à l'intérieur?
Moi, je me souviens d'un cas de sup qui voulait absolument un poste qu'il a fini par avoir et qui n'était pas heureux quand même. Donc, c'était pas ce qui lui apportait du bonheur. Donc, comment être heureux aussi dans notre monde aujourd'hui? Arrêter d'avoir une société basée sur le profit à outrance et qu'elle soit basée un peu sur le respect de l'homme, d'homme sans être des gogo béats. Je parle pas du tout d'une vision New Age que je ne partage pas, mais en tout cas une répartition des ressources et que on se pose vraiment la question de nous, mais qu'est-ce qui nous rend heureux? Et une fois qu'on sait ce qui nous rend heureux, réellement, et bâtir ce monde qui est possible aujourd'hui. Parce que moi, je crois que un arrêt de civilisation comme ça se produit là, peut être l'opportunité de déclencher quelque chose d'autre. Surtout quand c'est mondial comme ça. À chaque fois qu'il y a eu des épidémies terribles, qu'il y a eu comme la peste par exemple, ou des choses comme ça, eh bien à la fin de ces épidémies, il y a eu des grands mouvements. Il y a eu par exemple la disparition de l'esclavage, il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place. C'est comme s'il y avait un rebond de l'humanité. On avait tous peur de mourir finalement, et que quand tout va bien après, c'est un peu les années folles, quoi. C'est un peu comme après la guerre où les gens ont envie de construire. Donc je dis, ne nous laissons pas confisquer ça et commençons à penser à bâtir ce nouveau monde. Moi, je pense que, comme tu le disais, gouverner, c'est prévoir. Et quid de l'après-crise? C'est-à-dire, ok, maintenant il y a une crise, on ne sait pas bien la gérer, on fait ce qu'on peut, mais d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, on va en sortir. Et en sortant de cette crise-là, qu'est-ce qu'on va trouver dehors? C'est quoi ce monde? Et je pense qu'il est temps de le bâtir maintenant. Et le fait de le bâtir maintenant peut nous rendre espoir maintenant. Nous rendre espoir maintenant peut nous faire qu'on n'ait pas peur. Et le fait de ne plus avoir peur peut faire aussi que notre immunité remonte. Et que je pense que notre présent peut être enrichi avec des projections positives et réalistes d'un nouveau monde, ou plutôt d'un monde nouveau. On va pas perdre toutes les ressources qu'on a déjà, mais on va les réorienter, une répartition des ressources. C'est ce que je dis aujourd'hui aux entreprises. Je dis, vous n'allez pas tout perdre, mais vous aviez des chaînes, vos chaînes sont coupées, il va falloir faire des greffes dessus. C'est-à-dire une nouvelle répartition des ressources. Et je pense aujourd'hui, sincèrement, que c'est réellement possible. Alors évidemment, il y a des gens qui tiennent les robinets. Je vais pas dire que c'est à eux qu'il faut couper les têtes, mais un robinet, il est sur un tuyau. Après, on peut faire des trous sur le tuyau ailleurs. Et l'idée, c'est comment répartir les ressources. On a vu le centralisme, à quoi ça sert. On a vu comment ça marche pas. Quand il y a un truc qui va pas, bah, c'est tout le monde qui est privé. Alors que là, mon idée, enfin, je suis pas la seule à voir, mais c'est une répartition des ressources à la fois que ça soit dans les communes, que ça soit dans les villes, et qu'il n'y ait pas une poignée de gens qui maintiennent sous couvert toutes les ressources, quoi. Donc, et ça ne peut aller que vers un humanisme. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. On est face à une grande difficulté. Alors, on peut se lamenter en disant au secours, on est foutu, ou bien c'est l'occasion de prendre conscience. Donc, moi, beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, quand je dis aux gens, éclairez votre cerveau, comme dit Fouché, éteignez la télé, réallumez votre cerveau, regardez la vraie vie, sachez qu'on est des êtres vivants normaux, c'est à l'inverse des ordinateurs qui gouvernent ce qu'on appelle les marchés, qui est une espèce de folie, qui ne sont en fait que des ordinateurs. Et donc, face à ça, on peut se dire on est foutu, ou bien on peut augmenter notre niveau de conscience. Et là, on est d'accord, notre niveau de spiritus, notre niveau de conscience. Et c'est intéressant parce que là, j'ai envie de dire que la conscience, c'est pas un mot spirituel ou ésotérique, c'est quelque chose de concret. Quand vous voyez une info à la télé ou à BFM et que vous dites ah au secours, ça c'est non-conscience. Quand vous dites oui, je vais réfléchir, ça s'appelle de la conscience. C'est concret. Oui, je vais réfléchir. C'est très concret, c'est très pragmatique. Alors, c'est intéressant parce que tous les systèmes politiques classiques, regardez, il n'y a plus quand vous les regardez tous, ils sont tous pareils. Mais on voit émerger d'autres voies. Bon, vous avez vu le Front Populaire avec Onfray, qui est ce qu'il est, mais qui est quand même intéressant parce que vous avez vu que Raoul a plus ou moins adhéré à Front Populaire. C'est intéressant. Il a écrit dans le numéro de Front Populaire. Vous avez aussi, et là, si vous cherchez des endroits pour vous fédérer, il y a Bon Sens, il y a Réinfo Covid. Il y a Laissons les médecins prescrire pour les professionnels de santé. Il y a Réaction 19.
et tous ces organismes sont en train de se fédérer ensemble. Donc, je veux dire qu'on voit émerger un nouveau niveau de conscience, une nouvelle niveau de manifestation, de conscience citoyenne, de conscience des personnes les unes les autres. Et c'est vraiment l'occasion pour chacun d'arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Ne soyez plus des petits enfants qui croyaient systématiquement ce que dit papa, maman, coupez le cordon ombilical de l'information de la télévision. Essayez d'être conscient, interrogez-vous à l'intérieur de vous, mais votre cœur, votre âme, votre conscience vous dit quoi? Votre ressenti profond vous dit quoi? C'est ça qui est important. Et moi, je vous dis tous, des gens conscients comme ça, on ne les manipulera pas. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soyez conscient, aidez votre voisin à être conscient. Chaque personne peut aider une personne à être conscient. On ne manipule pas des gens conscients. Pas possible. Voilà ce qu'il faut faire. N'ayez pas peur, soyez conscient. Patrick vous aide. Estelle, bravo pour ce que tu fais. Voilà. Soyons des éclaireurs. Et là, allumons nos lumières intérieures. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Un beau message. Merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir. À bientôt.